The MENA Talks, a podcast series by the BIC on the Middle East and North Africa. Once a month, our hosts, along with special guests, will explore underlying historical, economic, social, and political drivers behind today's systemic issues in the MENA region. The BIC is present on Facebook, YouTube, and Twitter. Follow us and subscribe to receive our latest news and publications. Bonjour et bienvenue à cet épisode de MENA Talks, conversation autour de la région MENA. Mon nom est Yasmine Akrimi, je suis analyste de recherche sur l'Afrique du Nord au Brussels International Center. Je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Dr Soumaya Mestiri. Soumaya est donc professeure de philosophie politique et sociale. Elle est l'auteure de Décoloniser le féminisme, une approche transculturelle et élucider l'intersectionnalité, les raisons du féminisme noir. Soumaya, nous allons aujourd'hui parler d'une thématique qui a beaucoup fait parler ces derniers temps en Tunisie, peut-être au Maghreb, mais aujourd'hui on va parler de la Tunisie, qui est justement, en tout cas, la transformation ou les visibilités nouvelles au sein des mouvements sociaux dans le pays. Donc nous avons vu récemment justement des identités nouvelles, des revendications nouvelles de groupes sociaux qui peut-être n'étaient pas assez visibles ou assez présents ou peut-être médiatisés, je n'en sais rien honnêtement, auparavant, et qui aujourd'hui justement sont très présents et sont au cœur des mouvements sociaux. Je parle par exemple des luttes féministes, des luttes LGBT, justement qui, elles, se joignent aux plus classiques, peut-être des luttes contre les violences policières, justement revendications des revendications pour un nouveau modèle de développement, pour moins de chômage, pour plus de justice sociale. Donc ça, c'est des choses que nous avons connues auparavant, mais justement, il y a ces formes nouvelles de revendications qui, elles, sont aujourd'hui très présentes au cœur des mouvements sociaux en Tunisie. Est-ce que c'est réellement une transformation des mouvements sociaux ou est-ce simplement une visibilité nouvelle? Comment expliquerais-tu ce phénomène? Bonjour Yasmine, d'abord merci pour cette jolie invitation. Tu l'as dit dans ta présentation, en fait, la chose qui est nouvelle, c'est la visibilité. Parce que si on prend ces luttes comme en tant que telles, en tant que mouvement revendicatif, les luttes étaient déjà là bien avant la Révolution. Hein. Il y a tout un tas de travaux académiques sur la question qui montrent bien cela. C'est que les gens étaient là, ils revendiquaient, mais ils n'étaient pas visibles du fait même de la dictature. Ce qu'il y a de nouveau maintenant, c'est que ces mouvements émergent au sens fort du terme et gagnent en visibilité. Donc, on les voit. Pour nous, ça peut paraître quelque chose de nouveau parce que les mouvements, d'une manière générale, les mouvements revendicatifs, identitaristes étaient invisibilisés, mais ils émergent en réalité du fait même de la démocratie. Donc, en ce sens-là, il n'y a pas vraiment de transformation, mais il y a une forme c'est une dialectique en fait. Donc, les forces étaient déjà là, les forces revendicatives étaient déjà là, mais elles n'étaient pas visibles. Et la dialectique fait qu'elles émergent à un moment donné. Puis on va voir par la suite ce que ça peut donner de nouveau. Hein, mais c'est une forme de continuité dialectique, si j'ose dire. Justement, avec de par cette nouvelle visibilité, s'est posée très vite la question de la légitimité. Alors, quelle lutte, quelle identité même sont légitimes et peuvent revendiquer, on va dire, ou peuvent participer
aux luttes de justice sociale. Et qu'est-ce que la justice sociale? Est-ce que la justice sociale, c'est, par exemple, une justice économique? Ou est-ce, aussi une liberté de pouvoir vivre son identité, de la manière la plus libre possible, en fait? Hem, on a aussi parlé de convergence des luttes, donc ces 2 questions-là, la question de la légitimité et la convergence des luttes, hem, est-ce qu'il y a réellement une convergence des luttes? Est-ce qu'une convergence des luttes est souhaitable? Et est-ce que la question de la légitimité, hem, peut être dépassée et permettrait peut-être une convergence des luttes? Alors cette question de la légitimité, c'est une vraie question dans le sens où, elle a été mise en évidence, sur la place publique. Certains ont dit qu'éventuellement, il y aurait des luttes qui seraient plus, légitimes que d'autres. J'ai un peu de mal avec, cette idée parce que dès qu'on parle de légitimité, en fait, légitime par rapport à qui? Quelle est l'instance qui viendrait décréter que telle lutte serait légitime, et que telle autre finalement, ne le serait pas? Moi, ce que je constate, c'est une légitimité qui est là de facto. Enfin, je veux dire, à partir du moment, où vous avez des composantes, quelles qu'elles soient, qui revendiquent, qui sont là sur la place publique pour demander, pour exiger quelque chose, pour faire valoir des droits, peu importe, lesquels finalement, peu importe leur nature, il y a là d'emblée quelque chose qu'il faut reconnaître, c'est une légitimité, de facto. Bon, le fait d'opposer en fait, parce que enfin, ce conflit, d'abord il n'est pas propre, ce conflit des légitimités, il n'est pas propre, à la Tunisie, hein. C'est quelque chose de relativement, classique dans l'histoire des mouvements sociaux que d'opposer ce qu'on pourrait appeler la lutte pour les, libertés, réelles à une lutte pour des libertés formelles, type identitaire. Ça c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce que j'en dis simplement, c'est que la question en réalité, c'est la question de la dignité. C'est ça je dirais le vecteur central qui vient informer la question de la légitimité. À partir du moment où des gens se présentent, c'est-à-dire on va pas on va pas les investiguer, si j'ose dire, pour leur demander si c'est bien la dignité qu'ils recherchent. Je veux dire à partir du moment où les gens se présentent comme, revendiquant et clamant leur dignité, ils ont une légitimité, de facto. Après on peut analyser évidemment en convoquant, tout un tas de facteurs, de raisons, de principes. Ça c'est encore un autre problème. Mmh. Pour ce qui est de la convergence des luttes, moi je l'ai dit, ailleurs, notamment dans mon livre, le dernier, Élucider l'intersectionnalité, c'est une chose à laquelle sur un plan personnel et sur un plan, je dirais, principiel ou théorique, la convergence des luttes, c'est une, chose à laquelle je ne crois pas. Mmh. J'ai beaucoup de mal avec ça. Moi, je crois à la différence, irréductible ou bien la différence intraitable, pour utiliser une expression, hem, du sociologue et du penseur, marocain Abdelkbir Khatib, et je crois qu'on est tous informés par une différence intraitable, irréductible, qui fait que, nos routes, je dirais, ont du mal à se croiser. Donc la convergence, qu'est-ce que c'est? Ça suppose que, on ait une forme d'intérêt commun, que nos routes se recoupent plus ou moins à un moment ou un autre. Moi, j'ai du mal avec cette idée. Je pense que les groupes, disons, ou les revendications, sont informés par une différence irréductible, et que le seul moment où on peut se rencontrer finalement, c'est un moment qui se situe en amont des luttes. C'est-à-dire on peut venir échanger sur notre expérience,
de domination, en fait, sur nos vécus de domination, sur l'oppression qu'on a endurée, sur les injustices qu'on a traversées. Mais pour le reste, c'est-à-dire pour l'organisation de la lutte, si j'ose dire, en tant que telle, l'organisation per se, on prend des routes qui ne se croisent pas. Enfin, l'idée, c'est qu'on ne peut pas vouloir se croiser. On peut se rencontrer par hasard et il paraît que le hasard fait bien les choses. Mais je veux dire, j'ai du mal avec cette idée de convergence. Et là où j'ai en fait encore plus de mal, c'est que en réalité, souvent les gens qui invoquent l'idée de convergence des luttes sont peut-être parfois des gens qui se méprennent Heu, sur la nature de la temporalité qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que, quand on pense en termes de convergence, on pense que ça y est maintenant, il faut s'allier vite et cetera. Mais le temps de la revendication, le temps de la résistance, c'est un temps qui est long, qui est un temps de tactique, qui n'est pas un temps de stratégie, hein. Je dirais que la convergence, elle a à voir avec la stratégie, alors que ce qui est en jeu finalement, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la tactique, hein. C'est une distinction qu'on doit, à une féministe très connue, qui est à l'origine de ce qu'on appelle le féminisme du tiers-monde, qui s'appelle Sheila Sandoval et qui oppose tactique et stratégie. Et je dirais que la peut-être que la convergence ne fait pas un sort, disons, pour être mesuré assez satisfaisant à la notion de tactique, en fait. Mmh. Hem, donc en fait, pas de convergence parce que nous n'avons pas réellement d'intérêt commun, mais nous pouvons avoir nous avons en fait une condition commune, qui est la vulnérabilité. Tu en parles dans un de tes articles. Cette vulnérabilité justement, ce n'est pas, elle n'a pas à être légitimée, elle n'a pas à être comparées. C'est-à-dire que les vulnérabilités sont différentes et justement, hem, l'un des problèmes que tu poses avec la convergence des luttes, c'est justement cette idée d'homogénéiser, les, les oppressions et donc au fait d'aller dans le recoupement et au final, avoir un résultat qui ne représente soit personne, soit reprend un schéma de domination, et donc d'une certaine, hégémonie. Est-ce que la vulnérabilité justement, c'est assez pour pouvoir, hem, peut-être pas être dans une convergence des luttes, mais avancer ensemble? À titre personnel, je pense que la vulnérabilité, c'est assez. Pourquoi c'est assez? Parce que c'est vraiment notre, condition commune. C'est-à-dire nous sommes, tous vulnérables et si on n'a pas ressenti peut-être, dans notre chair, cette vulnérabilité, enfin, il n'en demeure pas moins qu'elle est là et que malheureusement, sans doute viendra le jour où nous l'expérimenterons cette vulnérabilité. Donc moi, ce qui m'intéresse, mais j'ai bien aimé ta manière de poser la question, sous cette forme. Est-ce que c'est assez? Précisément, c'est assez. Ce qui m'intéresse, c'est un seuil qui soit un seuil, infra en fait, un seuil minimal. L'idée, c'est ça, c'est quel est le seuil minimal qui peut, nous réunir toutes et tous? Et Mmh. je ne vois pas autre chose que cette condition de vulnérabilité et elle me paraît, intéressante, heu, comment dire? Parce elle fait place à quelque chose qui s'appelle la solidarité. Mmh. Je pense que c'est ça qui est important, c'est-à-dire, quand on perçoit, quand on ressent qu'on a quelque chose, qui nous relie, quelque chose qu'on a réellement en partage, on est plus à même d'être,
dans la solidarité. Alors que la logique de l'intérêt, elle est toujours, en un sens, ponctuelle. Elle n'est pas essentielle. Alors que la condition de vulnérabilité, c'est elle qui définit notre essence. C'est pas, précisément, c'est pas quelque chose de ponctuel. On n'est pas vulnérable à un moment et à un autre, non. Non, on est vulnérable tout le temps, même si ça ne se voit pas. Et je pense que sur cette base, on peut on peut créer, si j'ose dire, on peut créer de la solidarité. Et on n'a donc pas besoin de la convergence, on n'a pas besoin de la logique de l'intérêt, et on n'a pas besoin de créer, comme tu disais, des homogénéités dont on se rend compte, en fait, c'est la logique du consensus, en fait, l'homogénéité, finalement. C'est un avatar du consensus. On se rend compte à terme que, éventuellement, dans toute cette configuration, on a fini par se perdre. On a fini par perdre quelque chose de nous-mêmes qui nous tenait à cœur. D'ailleurs, on voit, ça c'est un secret pour personne, que les alliances ne durent jamais longtemps parce que les gens s'aperçoivent qu'ils ont à un moment perdu quelque chose en route qui leur tenait à cœur. Donc, voilà, la logique de l'intérêt, c'est la logique du consensus, c'est la logique de la convergence, c'est la logique de l'efficacité. Mm. On peut lui opposer une autre forme de logique qui soit, je dirais, plus symbolique, que moi j'appelle une logique de la congruence. Mhm. Et qui réunit justement donc la vulnérabilité et la solidarité. La solidarité comment dirais-je, n'oppose pas de conditions. C'est-à-dire, on ne vous demande pas de donner des gages pour pouvoir bénéficier de la solidarité. Mm. Ce n'est pas le cas de la logique de l'intérêt, c'est un euphémisme. Mhm. Soumaya, tu es féministe décoloniale. Est-ce que le féminisme décolonial, au fait, euh, pourrait apporter une réponse à ce que moi je considère être une, une impasse dans la manière d'aborder les luttes communes, si luttes communes il y a réellement. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple en Tunisie, le féminisme décolonial pourrait apporter une réponse? Ça, c'est une vaste question. Est-ce qu'il pourrait apporter une réponse? Déjà pour mesurer, je dirais, oui, c'est ça, mettre en perspective la question et peut-être y apporter une réponse qui soit une réponse concrète, il faudrait que le féminisme décolonial puisse avoir une forme de visibilité, celle dont on parlait tout à l'heure. Je crois que ce n'est pas encore, tout à fait le cas, hein. Voilà, il a peu de présence, donc il est un petit peu malmené, si j'ose dire. Si on veut essayer de faire une forme de généalogie des raisons qui poussent à ce manque de visibilité ou au fait qu'il soit un petit peu malmené, c'est sa tendance à être associée à une forme de conservatisme. Souvent, quand on se proclame décolonial, c'est que d'une certaine manière, on critique la modernité, pour le dire vite. Donc, dès qu'on critique la modernité, on est considéré comme étant anti-moderne, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas nécessairement le cas. En tout cas, on est contre une certaine modernité et on est donc de facto assimilé directement à une forme de conservatisme et parfois plus à une forme de réaction. Donc, c'est assez malaisé, je dirais, de naviguer dans cette configuration qui est, c'est pas tragique, mais enfin qui est un petit peu, je dirais, hostile, en tout cas hostile pour de mauvaises raisons. Est-ce que maintenant, d'une manière, je dirais,
comme ça principielle. Est-ce que le féminisme décolonial peut, apporter une réponse ou peut faire sortir de l'impasse? Je pense honnêtement, que oui, à condition que les parties en présence soient, de bonne volonté et acceptent le dialogue. Le féminisme décolonial, qu'est-ce qu'il veut en fait? Du moins le féminisme décolonial tel que moi je l'entends. C'est tout simplement un féminisme qui se veut authentiquement inclusif. C'est ça en fait ce qu'on recherche. C'est que, on ne laisse aucune femme sur le bord du chemin. C'est ça finalement, ce que veut faire le féminisme décolonial. Les moyens, qu'il utilise, ne sont pas toujours, comment dirais-je? Bien vus parce que le but du féminisme décolonial, c'est d'exhiber des matrices de domination, et donc ce faisant, il ne fait de cadeau à personne. Heu, il est dans une forme de, je dirais, de rigueur, de principe. Si le but, c'est de permettre à toutes les femmes d'être englobées, dans ce cadre féministe-là, alors il faut savoir débusquer toutes les dominations auxquelles les femmes sont sujettes et il ne faut pas avoir peur de les dénoncer. Donc on ne fait de cadeau à personne. Le féminisme décolonial, il est là pour adopter, je cite toujours Khatibi avec sa double critique, une double critique, c'est-à-dire nous sommes là pour critiquer 2 métaphysiques distinctes. D'abord, l'orientalisme et le féminisme colonisé qui veut, nous imposer, à la fois des combats et des cadres venus de l'extérieur en les important sans les critiquer, sans porter dessus un regard critique et critiquer aussi dans le même temps notre propre, tradition et parfois, sans ménagement. Mmh. Donc évidemment, on voit bien si on présente les choses, de cette manière qu'en réalité, le féminisme décolonial, par principe, il est destiné, si j'ose dire, à se faire beaucoup d'ennemis. Mais, d'un autre côté, également, si on est, je le crois, de bonne volonté et de bonne foi, cette double critique, elle ne peut être que bénéfique. C'est en réalité un mouvement d'appropriation et de réappropriation. Qu'est-ce qu'on veut se réapproprier finalement en tant que féministe décoloniale? On veut se réapproprier notre, propre être, notre image qui a été, biaisée, qui a été galvaudée par des siècles de clichés, et de fausses vérités, de contre-vérités. Qu'est-ce qu'on veut, s'approprier? On veut s'approprier, des outils, des cadres, qui ne sont pas à nous, on veut les subvertir, on veut les saboter pour nous permettre de mieux comprendre, notre être au monde. Donc voilà, à mon avis, je pense que si on présente les choses comme ça, on se rend compte que oui, peut-être que le féminisme a quelque chose, le féminisme décolonial a quelque chose à apporter à tout cela. Je voudrais rebondir sur justement peut-être une petite comparaison, même si je sais que tu n'aimes pas, beaucoup les comparaisons. Exhiber des matrices de domination, faire une critique, en amont de l'orientalisme, se réapproprier notre propre image, c'est justement ce à quoi prétend en tout cas l'intersectionnalité ou le féminisme intersectionnel, mais pas que le féminisme intersectionnel. L'intersectionnalité, même dans ses enfin, versions qui ont suivi la version originelle développée par le féminisme noir aux États-Unis, c'est ce à quoi prétend également l'intersectionnalité qui aujourd'hui une approche, une théorie, un outil très en vogue en Tunisie, au sein des mouvements queer, LGBT, enfin, et féministes. Euh, en quoi le féminisme décolonial serait différent?
Oui, c'est une, question très intéressante et en même temps extrêmement vaste. Le féminisme décolonial, il est intersectionnel d'une certaine manière. Alors peut-être que je vais faire une forme de raisonnement un peu généalogique pour, remonter, en amont, pour dire en quoi le féminisme décolonial n'est pas finalement intersectionnel, d'une certaine manière. Hem, heu, En effet, l'intersectionnalité, là, c'est un outil qui est, très en vogue. Je pense, à titre personnel que, l'intersectionnalité, elle est, doublement décrédibilisée en tant qu'outil, en fait. D'abord, elle est décrédibilisée par les gens, on connaît, l'histoire, on connaît la chanson, qui nous disent que, c'est quoi cette histoire d'intersectionnalité? L'intersectionnalité, c'est pas du tout un outil pertinent pour rendre compte, voilà, des problèmes, des femmes. Et de l'autre côté, l'intersectionnalité, elle est décrédibilisée en tant qu'outil, parce qu'on a des gens qui nous disent: «Oui, mais tout le monde fait de l'intersectionnalité, en fait. Où est le problème?» heu, c'est un outil qui a été, comment dirais-je? En quelque sorte assimilé, et donc nous ferions, quasiment tous de l'intersectionnalité sans le savoir. Nous serions des monsieur et madame Jourdain, finalement de l'intersectionnalité. Alors à mon avis, donc ces 2 manières de voir donc décrédibilisent l'intersectionnalité, mais elles ont finalement en commun une origine commune, si j'ose dire. Elles partagent la même origine ou le même travers, qui est de considérer que l'intersectionnalité, c'est une idée. Mais l'intersectionnalité n'est pas une idée, c'est un système. Et le féminisme décolonial ne considère pas l'intersectionnalité comme une idée, il la considère comme un système. Bon, alors ça, c'est peut-être un petit peu hermétique. Alors j'essaye peut-être de donner un exemple pour éclairer ça. Par exemple, si on trouve toujours, on trouve, disons, souvent l'idée chez les gens qui aiment bien, la généalogie, hein, chez les férus de généalogie, on trouve l'idée que, l'astronome grec Aristarque, qui est de mémoire un astronome, je crois du IIIe siècle, on trouve souvent l'idée que cet homme-là, serait le pionnier de l'héliocentrisme. Pourquoi? Parce qu'il aurait formulé, en passant, dans une, note de bas de page, à moitié hermétique, que la Terre, tournait autour du Soleil. Mais est-ce que ça, c'est objectivement suffisant pour, en faire un théoricien de l'héliocentrisme? Évidemment que non. L'héliocentrisme, c'est pas, une idée, c'est un modèle. C'est pas une intuition, l'héliocentrisme. Et un modèle, qu'est-ce que c'est finalement? Un modèle, c'est pas une grille, ouverte, mais ça suppose de prendre en charge un certain nombre d'hypothèses, d'en rejeter d'autres, d'adopter une ligne, de s'y tenir, et cetera. Et donc du coup, un modèle, n'est pas compatible avec tout, et n'importe quoi. Et c'est exactement la même chose pour l'intersectionnalité. Ce n'est pas parce qu'on s'intéresse ponctuellement, je dirais, comme ça, au cas de la femme, rurale, de la femme ouvrière, de la femme noire en milieu urbain. C'est pas parce qu'on s'intéresse à ces thématiques-là qu'on serait en train d'adopter une approche intersectionnelle. En fait, l'intersectionnalité n'est pas, une plurithématicité, hein. C'est pas un mantra qu'on serait là en train d'invoquer pour faire advenir, l'équité, c'est pas une formule magique. Donc quand on se dit intersectionnel, c'est-à-dire quand on prend au sérieux le fait que l'intersectionnalité, c'est un système, on se doit par exemple, je donne un exemple, on se doit par exemple de, récuser le modèle libéral juridique, celui qui fonctionne exclusivement, sur la fréquence de l'égalité, arithmétique ou juridique, celui qui rejette la question de l'identité parce qu'il la juge non fédératrice, non républicaine, on connaît la chanson, celui qui pense d'abord l'individu et ensuite le citoyen, ou alors, qui veut nous faire croire que, c'est pas la peine de faire la distinction entre les 2, alors que nous savons que c'est cette distinction qui donne le ton au modèle social. Et quand on est intersectionnel, encore une fois, on ne choisit pas les catégories qui nous arrangent, celles qui sont jugées pertinentes, et on ne rejette pas celles qui nous dérangent quand, par exemple, s'oppose véritablement et concrètement la question:
de savoir si l'on va soutenir telle ou telle population. Et quand on est intersectionnel, on comprend que l'intersectionnalité, c'est avant tout un outil qui permet de saisir la complexité de l'identité personnelle. Et justement, là j'en viens au féminisme décolonial, qu'à ce titre aussi, l'intersectionnalité, elle n'est utile et pertinente que si elle ne masque pas ce que la féministe décoloniale argentine Maria Lugones appelle la différence coloniale. Donc, si le but de l'intersectionnalité, c'est d'essayer de masquer la matrice de domination spécifique qui informe les femmes, nous n'en voulons pas. C'est ça qui m'intéresse en fait. Merci à toi, Soumaya. J'adorerais continuer cette conversation pendant encore de longues heures, mais nous sommes limités par un format. Donc encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette invitation et pour cette conversation fascinante. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui et nous espérons vous revoir dans un prochain épisode bientôt. Thank you for listening to another episode of the MENA Talks. Share your thoughts with us on social media with the hashtag MENA Talks and follow us to receive our latest news and updates. The MENA Talks is a podcast series on the Middle East and North Africa, an initiative of the Brussels International Centre.